Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Lever le tabou sur la santé périnatale en France. Un sujet qui revient sur le devant de la table, notamment au Sénat. On en parle dans la première partie de cette émission avec nos invités. 1793-1794, l'année révolutionnaire, aussi appelée l'année de la terreur. C'est le thème d'une exposition. On en parle avec notre invité en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Shirley Adélaïde nous emmène faire un tour du monde, des espoirs, mais aussi des attentes face aux élections américaines. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité éducation du jour avec Shirley. Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Un président ou une présidente des États-Unis, nous le saurons évidemment bientôt, jour de vote aujourd'hui, pour 244 millions d'Américains qui doivent choisir entre Kamala Harris ou Donald Trump. La compétition s'avère très serrée entre les deux candidats qui se sont mobilisés jusqu'au dernier moment. Oui, ultime meeting pour Kamala Harris hier soir en Pennsylvanie, un des États clés les plus convoités par les candidats. Ce meeting a pris la forme d'un concert géant avec en artistes invités Ricky Martin et Lady Gaga. Et la pop star a pris la parole pour inviter ses fans à voter pour la candidate démocrate. Écoutez. Aujourd'hui, je porte dans mon cœur toutes les femmes fortes et tenaces qui ont fait de moi ce que je suis. J'ai voté pour quelqu'un qui sera une présidente pour tous les Américains. Et maintenant, Pennsylvanie, c'est votre tour. La musique aux États-Unis, on le sait, est un véritable outil de communication politique. L'intervention de Lady Gaga pourrait séduire davantage de jeunes électeurs, mais aussi davantage de femmes. Pendant plus de la moitié de la vie de ce pays, les femmes n'avaient pas de voix. Nous maintenions nos familles unies, nous avons soutenu les hommes pendant leurs décisions. Mais demain, les femmes participeront à la prise de cette décision, a déclaré la star avant d'entonner « God bless America ». God Bless America d'Irving Berlin, interprété par Lady Gaga, qui s'est donc rajoutée à la longue liste d'artistes musicaux ralliés à la cause de Kamala Harris après Eminem, Cardi B, Christina Aguilera ou Beyoncé, dont la chanson Freedom, on le rappelle, a été utilisée comme hymne de campagne de Kamala Harris, positionnant ainsi la candidate démocrate comme figure féministe engagée pour la liberté, en particulier sur la question du droit à l'avortement. Son cheval de bataille dans cette campagne, un sujet sur lequel elle s'est grandement démarquée de Donald Trump, tout comme sur l'éducation d'ailleurs, puisque Kamala Harris a répété à maintes reprises vouloir renforcer et protéger le ministère de l'Éducation. Donald Trump, lui, a promis qu'il le supprimerait. Lui, ce ministère qu'il juge beaucoup trop conforme aux idées woke. Avant cela, encore faut-il que Donald Trump soit élu. Et justement, l'avenir du pays est actuellement en train de se jouer dans les urnes. Un scrutin qui fait trembler le monde, titre du Dauphiné libéré aujourd'hui. On verra d'ailleurs avec vous, Shirley, comment ces élections sont perçues à l'étranger. Ce sera votre chronique en fin d'émission tout à l'heure. Retour en France à présent. Deuxième journée aujourd'hui du procès des 8 personnes impliquées dans l'assassinat du professeur Samuel Paty, décapité le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. Après un rappel des faits ce lundi, en présence d'anciens collègues de l'enseignant, aujourd'hui a démarré l'examen des personnalités de ces 8 adultes, a commencé ce matin par celle de Naïm Boudaoud, 22 ans, et du russe d'origine tchétchène Azim Epsirkanov, 23 ans, 2 hommes poursuivis pour complicité d'assassinat terroriste. Cet après-midi, la Cour s'est ensuite penchée sur les personnalités de Priscilla Mangel, seule femme accusée, Loukman Ingar, Youssouf Sinar et Ismaël Gamaev. Les 4 sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes. Ils encourent 30 ans de réclusion criminelle. L'examen des personnalités des 8 adultes se poursuit encore jusqu'à demain soir. Quant au procès, il doit durer jusqu'au 8 décembre. On continue ce journal avec la suite de l'affaire Nekfeu. L'un des rappeurs préférés des ados est accusé par son ancienne compagne de viol et de violence psychologique et physique. Accusation que ce dernier a démenti hier après-midi. Entièrement mensonger et diffamant. Voilà la réponse de Nekfeu, de son vrai nom
prénom Ken Samaras, au communiqué de l'avocat de la plaignante, maître Florence Fécom, publié dimanche dernier. Une réponse qu'il a exprimée par le biais de son avocate à lui, maître Marie-Alix Canu-Bernard, sur X. Le rappeur révèle avoir entamé une procédure de divorce il y a 3 ans, ce que son ex-conjointe n'a jamais accepté selon lui. Il affirme qu'elle lui faisait du chantage, menaçant de médiatiser l'affaire s'il ne lui versait pas une somme importante. L'artiste dénonce un communiqué qui intervient au moment même où son ex-femme a été interpellée pour disparition inquiétante de son fils de 3 ans. Selon l'avocate de son ex-compagne, de l'ex-compagne de Necfeu, la cliente a porté plainte durant l'été 2024. Pour elle, il était nécessaire de médiatiser les faits puisque l'ex-compagne de Necfeu subirait un traitement judiciaire différencié de par la renommée de son compagnon. Elle souffre d'un état de stress post-traumatique et a peur des représailles, explique encore l'avocate. Le parquet confirme le dépôt de plusieurs plaintes par l'ex-compagne du rappeur, dont une pour viol par conjoint en décembre 2022, mais précise que cette plainte a été classée sans suite au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Femmes sans abri, la face cachée de la rue. Le Sénat a publié un rapport sur les femmes sans domicile fixe en France et c'est un cri d'alerte. 330 000, c'est le nombre de personnes sans domicile en France. Parmi elles, 40% de femmes seules ou bien souvent avec des enfants. Pendant 10 mois, 4 sénatrices rapporteurs se sont penchées sur la situation de ces femmes, cachées par nécessité ou ignorées par le système. La rue abîme, elle blesse et elle tue également. Et toutes ces femmes ont régulièrement été désignées pendant toutes nos auditions comme invisibles ou comme la face cachée de la rue. S'est exprimée Agnès Evren, sénatrice et rapporteure lors d'une conférence de presse. Et aujourd'hui, le Parisien a fait état de la galère de ces femmes en Île-de-France. En Seine-Saint-Denis, par exemple, on estime que 17 à 67 femmes enceintes ne peuvent pas être hébergées chaque jour depuis le mois de mai. Est-ce qu'on connaît le profil de ces femmes, Shirley ? Voici un schéma de la délégation droits et femmes du Sénat qui montre les différents cas de figure. Alors, on a des femmes issues de l'aide sociale à l'enfance, des femmes qui ne parviennent plus à payer leur loyer, des femmes qui ont fui leur pays ou encore des femmes victimes de violences. Autrement dit, pour beaucoup, comme le dit la rapporteure Agnès Evren, il s'agit de femmes victimes d'une vraie spirale de précarité et de violence. 22 recommandations ont été émises dans le rapport du Sénat avec en priorité la création de 10 000 places d'hébergement supplémentaires. On termine ce journal en prenant la direction de Strasbourg où la mairie mène des expérimentations pour lutter contre les inégalités de genre et ce dès la cour de récréation. Oui, des gilets connectés, voilà ce qui permet d'étudier de plus près les déplacements des enfants et de représenter, de reproduire sur des cartes le partage de l'espace entre les filles et les garçons. Alors les élèves volontaires portent ces gilets à la récréation, 125 enfants du CP au CM2 en sont équipés. Alors à quoi ressemblent-ils ces gilets? Réponse du petit Imran, élève de l'école élémentaire Paul Langevin à Strasbourg, l'une des écoles qui participent au projet. Il était au micro d'Antoine Ballandra de France Bleu Alsace, entouré de certains de ses camarades. C'est un traceur gilet, c'est pour voir quel espace on utilise dans toute la récréation. Voilà. Le partage de l'espace, justement, est pourtant déjà bien visible à l'œil nu. Les garçons, d'un côté, jouent à épervier ou au basket. Il y a plus de filles vers la structure là-bas. Il y a quand même un endroit pour les filles et un endroit pour les garçons. Oui. Par exemple, la structure, le bac à sable. Ça, c'est qui, ça? Ça, c'est des filles. Vous arrivez à vous mélanger ou pas? Des fois, il y a beaucoup d'embrouilles, presque tout le temps. Le résultat de cette expérimentation est sans appel. 80% de l'espace est occupé par 20% des élèves, surtout des garçons. Mais la lutte contre les inégalités de genre ne va pas se faire du jour au lendemain. On lutte quand même contre des milliers d'années de patriarcat, selon la directrice de l'école élémentaire Paul Langevin. Et de poursuivre les cours végétalisés, la restructuration sont des outils riches et importants. Mais ce n'est pas encore gagné. C'est donc une vigilance constante et des choses sur lesquelles il faut travailler avec les enfants. Merci beaucoup Shirley. La santé mentale des mères, un sujet qui devrait préoccuper davantage, surtout lorsqu'on pense à la santé périnatale en France. Un état des lieux qui tire la sonnette d'alarme, qui évidemment interroge, mais aussi appelle à faire bouger les lignes. On en parle tout de suite avec nos invités.
Un sujet dont on parle bien trop peu, les troubles psychiques liés à la grossesse et à l'accouchement, autrement dit les troubles périnataux. Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes, écoutez cela. 2 mois après l'accouchement, plus d'une femme sur 4 présente des symptômes d'anxiété importants, 1 sur 6 une dépression du postpartum et 1 sur 20 des idées suicidaires. Et tout cela selon un rapport de Santé publique France publié en septembre 2023. Les chiffres n'ont pas beaucoup changé. Pour en parler sur ce plateau, je suis ravie d'accueillir Annick Jacquemet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice Union des centres du Doubs. Et puis Sarah Livartowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste en droit de la santé et cofondatrice avec Flavie Pittet de l'association du sel dans le café, une asso qui lutte contre l'isolement du postpartum. Ce fameux postpartum, on va en parler dans quelques secondes. Juste avant cela, j'aimerais vous citer, bien que vous soyez avec nous, la situation sanitaire périnatale de la France se dégrade depuis une dizaine d'années, vous dites Annick Jacquemet. Que se passe-t-il concrètement? Pourquoi une situation qui se dégrade? Qu'est-ce que vous avez constaté en 6 mois, d'autant que vous avez, on va en parler, fait un long rapport sur ce sujet? Effectivement, nous avons travaillé avec ma collègue Véronique Guillotin sur une mission d'information sur l'avenir de la santé périnatale et sa territorialisation. Cette mission est partie d'un rapport de l'Académie de médecine qui proposait en fait de fermer les maternités de moins de 1000 accouchements. Et nous avons constaté au cours de ce travail que la première cause de suicide chez les femmes dans l'année qui suit leur accouchement, la première cause de mortalité, dans l'année qui suit l'accouchement est le suicide. Et donc, nous avons pris en compte cette problématique de dépression du postpartum. Ouais. Mais aussi ces idées suicidaires. Et donc notre travail a travaillé sur ce sujet au cours des 6 derniers mois. Mais quand vous dites que la situation s'est dégradée depuis une dizaine d'années, oui, c'est-à-dire que vous voyez il y a 10 ans, la mortalité périnatale, infantile, la France était pratiquement au premier rang des pays européens. Elle se trouve maintenant au 21e et 22e rang. Donc il y a une forte dégradation. Alors, il y a différentes causes qui sont notamment l'âge des mères. Très souvent, le premier enfant arrive à l'âge de 35 ans. Il y a des problèmes de santé aussi, des problèmes d'obésité, de diabète, d'hypertension et aussi une grande précarité qui est de plus en plus notée chez les mères. Et notamment... tous ces facteurs-là font qu'on arrive à des problèmes de mortalité et aussi des problèmes de dépression, comme vous l'avez cité. Oui, notamment l'offre de soins qui est absolument réduite, pour ne pas dire inexistante, dans certains territoires. On va en parler, bien sûr. Le premier mot qui arrive quand on parle de périnatalité, ou en tout cas de postpartum, c'est baby blues. Ça revient dans toutes les bouches. Voilà, on a ça partout. Oh, elle fait un baby blues, c'est pas grave. C'est toujours traité de manière un peu comme ça, légère, pas vraiment prise. Mais c'est bien plus que ça lorsqu'on observe justement la santé mentale des jeunes mères ou des moins jeunes, puisque vous le disiez, l'âge moyen, c'est 35 ans. Sarah Livartowski, un petit mot sur ce sujet. Oui, effectivement, donc nous on a créé l'association en 2022 et on a partagé ce constat maintenant qui commence à être un peu plus connu, que la charge parentale est essentiellement portée par les mères et pour autant la maternité est une période de vulnérabilité majeure. Il y a des changements physiologiques, physiques, professionnels, familiaux et qui sont très peu ou pas accompagnés. Et donc, c'est voilà, assez alarmant. Et en fait, nous, il y a un chiffre qui nous avait particulièrement frappé à l'époque. 1 mère sur 5 qui a vécu un épisode dépressif pendant son postpartum n'a pas osé en parler par honte ou par crainte. Donc ça montre tous les tabous qui sont associés à cette période, un décalage entre ce qu'on vit et ce qu'on a imaginé pendant sa grossesse, ce qu'on voit aussi dans les médias. C'est souvent une période qui est décrite comme voilà, toute belle, fleurie, magnifique. Exactement. Ce qui peut être le cas, mais enfin... Absolument. L'objectif n'est pas du tout de dire que c'est tout le monde, toutes les mères sont en dépression. Mais c'est une période qui est une période de fragilité et il faut en face prendre des mesures. Alors on va y venir justement à cette problématique d'offre de soins, au soutien, enfin tout ce que évidemment vous venez d'exposer. J'aimerais qu'on explique, si l'une de vous veut bien répondre à cette question, qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau psychique lorsqu'une femme déjà porte un enfant, est enceinte ou alors qu'elle accouche? Que se passe-t-il qui fasse qu'on peut être plus fragile psychologiquement? Moi, je voudrais
amener une petite précision. On parle beaucoup des mères, des femmes. Il faut savoir qu'un père sur 10 aussi souffre de dépression. Alors, on va y venir au papa et au rôle de papa. Voilà. On parle des femmes. Ce qui se passe, c'est, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, c'est que très souvent, la grossesse et l'arrivée d'un enfant, je ne dirais pas qu'elle est idéalisée, mais en tout cas, on s'imagine que quand on voit dans les journaux, dans la télé, dans les différents reportages, on dit « Ah, bah, c'est super, tu es enceinte, tu vas avoir un enfant ». Je pense qu'on ne se rend pas vraiment compte des difficultés associées. Il y a souvent... les familles sont de plus en plus éclatées, donc les jeunes parents souffrent quand même de beaucoup plus de solitude, sont moins bien accompagnés, bien moins encadrés. Alors, on a constaté que dans toute la période pré-accouchement, il y a un très bon encadrement des femmes et du suivi des bébés. Il y a des visites obligatoires. Mais c'est surtout en postpartum qu'il y a cette difficulté. C'est pour ça que dans notre rapport, on a un certain nombre de préconisations pour justement mieux encadrer les jeunes parents à leur arrivée à la maison. Vous répondez à une autre de mes questions, mais ce n'est pas grave. C'est sur l'encadrement et sur effectivement toutes les personnes qui sont autour. Moi, ma question initiale, c'est ce qui se passe au niveau psychique, au niveau psychologique, lors d'une grossesse et lors d'un accouchement. Pourquoi, en fait, les femmes sont plus fragiles à ce moment-là? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question, Sarah Livertowski? Alors, nous, notre angle pour l'association, c'est la question de l'isolement. Donc, je ne suis pas sûre de répondre exactement à votre question, mais en fait, ce qui ressort principalement, c'est un manque de soutien pratique, émotionnel, dès le retour de la maternité. On a fait un questionnaire qui en moins de 5 jours, on a eu plus de 1000 réponses, donc ça montrait la vraie volonté de témoigner. Et ce terme d'isolement est ressorti particulièrement. Voilà, et sur la partie... on minimise la chute d'hormones aussi? Oui, mais je ne sais pas si c'est exactement ça qui se joue en fait, pour les difficultés maternelles, en fait. Sur la dépression du postpartum, je pense que c'est vraiment plus large que simplement des changements hormonaux. Non, mais il faut le prendre en compte. Je veux dire, absolument. Ça fait partie aussi d'un facteur. Oui. On appelle le baby blues, les 10 premiers jours qui suivent l'accouchement. D'accord. Là, on a des ça peut pas durer plus. Mais pourtant, j'ai eu l'impression que ça pouvait durer plus. Non, mais le baby blues, justement, on estime que c'est une période de 10 jours. Au-delà, justement, ça devient plus de l'anxiété et on évolue après vers la dépression. Mais effectivement, si ce baby blues n'est pas quand ça dure, là, c'est effectivement très problématique. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un encadrement très rapproché les 10-15 premiers jours du retour de la maternité, suivant le retour de la maternité, pour éviter une dégradation de la santé mentale. Mais par ailleurs, il y a beaucoup d'autres explications sur la dégradation de la santé mentale. C'est un manque de sensibilisation de l'entourage au sens large, c'est-à-dire l'entourage amical, familial, professionnel. C'est des conditions de vie qui sont difficiles pour certaines familles, et notamment les familles monoparentales. C'est un manque de diversité dans les représentations du postpartum, et donc un sentiment de décalage entre sa propre réalité et ce qu'on semble percevoir par ailleurs. Voilà, c'est tout ça qui explique... vous parliez d'isolement il y a quelques minutes. Est-ce que c'est spécifique aux maternités françaises ? Est-ce que dans d'autres maternités, dans nos voisins européens, chez nos voisins européens par exemple, les femmes sont plus entourées? En tout cas, il y a des dispositifs qui sont mis en place, des dispositifs publics, pour éviter ces difficultés d'isolement. Par exemple, en Angleterre ou en Suède, il y a la possibilité pour les femmes enceintes de connaître d'autres femmes enceintes de son quartier. Ce sont des groupes qui sont formés pour préparer ensemble la grossesse et donc ça facilite les liens pendant la période du postpartum. Aux Pays-Bas, il y a un dispositif qui permet, ce sont des Kramzorg, ce sont des sages-femmes plus en quelque sorte qui interviennent chez les parents et qui n'ont pas seulement un rôle sur le plan médical, qui ont aussi qui aident les parents d'un point de vue logistique, matériel, et donc qui sont là aussi pour détecter les difficultés. Donc voilà, il y a des dispositifs qui existent. Il y a des pays où le congé maternité et paternité est beaucoup plus long.
donc ce qui est très bénéfique pour les deux parents. Voilà, donc. On va y revenir justement à toutes les propositions que vous avez faites suite à votre rapport, puisque c'est figure notamment sur le congé paternité ou du coparent. Mais pour revenir à cette idée première déjà, de comprendre ce dont on parle en fait, des troubles périnataux, et effectivement de ces chiffres assez durs que j'ai cités en début d'échange. Cette dépression périnatale, c'est vrai qu'on n'apprend pas à être parent, on n'apprend pas à être maman, on n'apprend pas à être enceinte, on n'apprend pas à accoucher. Personne ne nous prépare à ces moments-là. Non, c'est vrai. Et je pense que le fait que les familles soient de plus en plus éclatées, et je vous disais que dans les causes, c'est la plus grande précarité, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup plus de femmes seules qui arrivent, soit même beaucoup d'immigrés aussi qui arrivent, et puis qui renforcent encore ces chiffres, qui arrivent, qui sont seules, qui arrivent seules pour accoucher, et qui après repartent et qui n'ont pas toujours de solution d'accompagnement, ni même parfois des logements qui soient bien stables. Et on sait aussi que quand la mère a eu des problèmes au niveau de l'accouchement, au niveau de la grossesse, ces problèmes psychologiques ou de dépression, pratiquement les filles ont les mêmes problèmes. Les mêmes troubles, effectivement. J'ai noté sur mes petits papiers. Est-ce qu'on s'attarde davantage sur les soins physiques, c'est-à-dire que par exemple les éventuelles complications qui pourraient y avoir liées à la grossesse ou à l'accouchement, que davantage sur les troubles justement psychologiques ou physiologiques en France? Probablement, même s'il y a de grands changements, il y a maintenant un entretien prénatal, un entretien postnatal qui n'est pas toujours suivi. Qui n'est pas exactement. Je ne sais pas si vous avez été enceinte, mais enfin, vous les avez eu ces entretiens-là? Mais là, ça commence à. Voilà, il y a eu des difficultés effectivement pour la rémunération. Voilà. Mais là, en tout cas, ces derniers mois, il y a quand même eu des mesures en ce sens et une plus grande sensibilisation de la part des professionnels de santé pour accompagner sur ces sujets-là. Mais effectivement, il y a encore beaucoup à faire. Et je reviens sur la sensibilisation de l'entourage. Je pense que c'est une action qui est vraiment très... On va y venir justement au soutien, à la sensibilisation. Je voudrais juste citer un article du Monde et notamment une jeune fille qui parle. Ce n'est pas facile de l'avouer, mais le suicide, on y a toutes pensé. Voici une des phrases mises en exergue dans le long reportage de Lorraine de Fouché paru dans Le Monde la semaine dernière. Vouloir mourir d'avoir donné la vie. Comment on se remet de ça? Alors, j'amènerai une petite nuance. Je ne dirais pas que c'est pas toutes les femmes, vous le dites. Je cite, oui. Mais j'amènerai quand même une petite nuance par rapport à ça. Mais effectivement, c'est bien pour ça que nous préconisons qu'il y ait un meilleur suivi en postnatal, déjà un questionnaire qui soit rempli systématiquement, justement pour arriver à estimer quel est le degré de difficulté psychologique des femmes après un accouchement. Et nous sommes d'ailleurs très contents que l'année 2025, la cause nationale soit justement les troubles de santé mentale et de santé mentale. Voilà, parce qu'on espère bien que ça va aider aussi les femmes qui viennent d'accoucher. Alors justement, on le comprend grâce à vos interventions toutes les deux qu'effectivement le soutien est primordial pour toute cette phase effectivement d'accouchement, de grossesse qui est quand même longue, 9 mois ce n'est pas rien, mais aussi d'accouchement pour toutes ces familles qui sont en situation de détresse, de compliquées ou effectivement monoparentales. Est-ce que c'est difficile? Pourquoi est-ce difficile? Parce que je ne sais pas, est-ce que c'est difficile? Parce qu'on le sait que c'est difficile, mais pourquoi est-ce que c'est si difficile d'en parler autour de soi? Pourquoi ça reste tabou? Une petite réponse, Sarah. C'est difficile de répondre, mais effectivement, c'est le constat que l'on fait, c'est difficile de demander de l'aide, d'où l'importance de sensibiliser l'entourage professionnel, amical, familial, les professionnels de santé, pour que ce ne soit pas seulement à la mère de demander de l'aide, mais aussi que l'aide lui soit proposée plus facilement. Je pense que c'est lié... Il y a beaucoup d'injonctions qui sont liées à cette période du postpartum. Voilà, la maternité, c'est souvent associé, c'est ce qu'on disait, à une période de très grande joie, et ça l'est. Mais c'est donc difficile parfois d'avoir un discours un peu différent. On a l'impression qu'on est un petit peu déviant quand on ose dire que c'est pas si simple. Mais probablement que ça change. C'est pour ça c'est pas complètement catastrophique. Il y a beaucoup de personnalités qui se sont exprimées sur le sujet. Il y a des ouvrages. Il y a ce rapport qui a été fait. Il y a eu la politique des 1000 jours. Enfin, voilà,
ça va quand même dans le bon sens, même si c'est long. Et une des choses que nous, on essaye de faire dans l'association, c'est aussi de diffuser des témoignages très variés sur cette expérience du postpartum, qui sont et positifs et négatifs et nuancés, pour justement montrer que toutes les réalités sont acceptables, normales, et qu'elles existent. Et pour que les hommes soient concernés aussi, parce qu'on n'imaginerait pas effectivement ce que ce serait si les hommes étaient enceintes. Mais enfin, ça, c'est une autre question. Et je fais un trait d'humour, je me permets. Ce rapport donc, que vous avez rendu, effectivement, cette mission d'information sénatoriale sur la santé périnatale, vous l'avez rendu, je crois, le 11 septembre, si mes informations sont bonnes. Et il dresse une liste de 16 recommandations. On ne va peut-être pas exposer les 16, mais peut-être quelques-unes en priorité pour réfléchir justement à des vraies solutions qui peuvent être efficientes très rapidement. Alors, on a beaucoup parlé pendant nos travaux des décrets de 1998 qui n'ont pas été revus depuis cette date-là. Donc, on souhaite déjà que ces décrets-là, avant l'année 2025, soient revus puisqu'ils définissent le taux d'encadrement, la composition des équipes, le suivi des bébés et des mères. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis, on s'est rendu compte que 61% des femmes ne connaissent pas du tout les différents types de maternité, 1, 2 et 3, parce qu'il n'y a pas assez d'informations à ce sujet-là. Donc, on souhaite aussi qu'il y ait des indicateurs qui soient proposés. Sensibiliser davantage, vous disiez, effectivement, au maximum. Voilà, exactement. Espérer une campagne de sensibilisation plus forte de la part de l'État aussi, c'est ça? Aussi, oui. Ouais. Et on voudrait aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure de cette un peu idéalisation des grossesses, de l'accouchement, parce qu'il y a tellement d'informations différentes au niveau des journaux, au niveau des réseaux sociaux, avec souvent des renseignements contradictoires. Donc on aimerait aussi que toute cette communication qui soit faite le soit en étant vérifiée en fait par les professionnels. On arrive à des aberrations, par exemple sur le couchage des bébés, vous voyez parfois des images, des photos, même sur les paquets de couches. Un enfant doit être couché sur le dos pour éviter la mort subite du nourrisson. On s'est rendu compte que ça avait diminué de 75% le taux de mortalité, rien qu'en ayant des gestes de base corrects. Donc voilà, il y a énormément d'informations qui demanderaient à être vérifiées. Et puis, il y a un encadrement plus précis. Je vous ai dit qu'on était parti pour faire ce rapport de l'Académie de médecine qui préconisait de fermer les maternités de moins de 1000 accouchements. Donc, nous, on souhaite une transformation de ces maternités parce qu'il faut allier proximité et sécurité. Donc, on souhaite que pour les maternités qui n'ont pas d'équipe médicale suffisante, parce qu'il y a beaucoup d'intérim, il y a parfois des professionnels qui sont absents, qui amènent à une fermeture soudaine des maternités. On souhaite que ces maternités, au lieu d'être fermées, soient transformées justement pour, dans la proximité, amener un meilleur accompagnement des couples, parce que j'inclus quand même les pères, on parle beaucoup des mères, qu'il y a un accompagnement du couple en pré- et en post-accouchement. Et cet accompagnement pourrait être fait au niveau local. Et on préconise aussi qu'il y ait toute une réflexion qui se fasse sur un bassin de vie, un bassin d'accouchement, pour, par territoire, organiser vraiment les différentes structures de maternité. Oui, parce que c'est très important ce que vous dites, il y a une grande disparité en fonction des territoires, on l'imagine. Tout à fait. Donc ce rapport révèle ça. Qu'est-ce que vous avez pu relever comme disparité en fonction des offres de soins ? Eh bien, justement, dans les territoires plus ruraux, par exemple, il y a beaucoup moins d'offres de soins, mais il n'est pas question de complètement vider ces territoires-là de toute structure d'accouchement. Donc la problématique ne sera pas la même à Paris ou en région parisienne que dans une commune qui est très rurale, avec des petits chemins de montagne. Voilà, donc il y a toute cette réflexion qu'il faut avoir, mais elle ne peut pas venir, j'allais dire, du sommet de l'État, mais c'est bien par territoire qu'il faut mener cette réflexion. Déjà évoluer les différentes structures en place à l'aide d'indicateurs dont je vous parlais tout à l'heure et partant de ce qui existe, voir comment est-ce qu'on peut mailler le territoire. Nous avons fait un certain nombre de déplacements pendant nos travaux, notamment en Bretagne, dans le Nord-Est, et on a pu voir concrètement ce qui peut se faire dans les territoires quand les médecins prennent en charge cette structuration entre les grosses unités et les plus petites unités, bien sûr en organisant des transports
transports dans lesquels il y ait une sage-femme qui puisse assister les mamans sur le point d'accoucher. Tout ça en espérant qu'on ait les moyens de le faire, évidemment. Dernière petite question, puisqu'il va falloir rendre après, mais évidemment, ça c'est sur le plan effectivement de ce que peut faire l'État pour les Français, de manière générale, pour les couples, mais aussi les associations comme la vôtre, le Salon de Café, pour pouvoir justement faire sortir peut-être les femmes et leurs bébés, ou les hommes et leurs bébés, ou les coparents, enfin bref, de leur bulle, qui ne soient pas dans cet isolement qui est parfois bien trop lourd. Exactement, et il y a beaucoup d'associations qui sont très dynamiques sur le sujet du postpartum. Nous, à titre plus personnel, en fait, on a créé une carte qui est collaborative, qui est en ligne, qui est gratuite et qui vise à répertorier tous les lieux, effectivement, où peuvent être accueillis des mères en postpartum avec ou sans leur bébé. Ça répertorie des lieux extrêmement variés, des lieux d'accueil par enfants, les PMI, les cafés poussettes, les associations locales de soutien à la parentalité, les cinémas qui organisent des séances ciné bébé bienvenue. Voilà. Ce qui est fou, en fait, c'est de le lister. C'est-à-dire que ça devrait être naturel de pouvoir être la bienvenue avec son enfant. Oui. Mais en fait, pourquoi devoir faire une liste précisément, justement? En fait, souvent, alors il y a des lieux qui... Souvent, en fait, la difficulté, là, c'est plutôt la connaissance de ces lieux. C'est-à-dire que là, on en a connaissance par des flyers, par une affiche à la PMI. Voilà, les affiches ça se perd et donc là l'idée c'est d'avoir un endroit qui centralise et pour cela on crée des partenariats locaux pour vraiment inciter les maires et les structures à visibiliser ce type de lieu. Merci à vous deux d'être venus sur le Grand JT pour nous parler évidemment de ces troubles, pour nous parler de ces troubles périnataux qui touchent de nombreuses femmes, on l'a dit, plus d'une femme sur 4 qui présente des syndromes d'anxiété, 1 sur 6, une dépression, 1 sur 20, idées suicidaires, enfin voilà, la situation est importante et grave. Merci Annick Jacquemet, sénatrice du Doubs, Sarah Livartowski, juriste en droit de la santé et donc cofondatrice avec Flavie Bitté de Celle dans le Café. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. On se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Guillaume Mazot. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le Grand JT. Vous êtes commissaire de l'exposition Paris 1793-1794, année révolutionnaire. Ça se passe au musée Carnavalet à Paris. Alors si 1789 effectivement est une date qui est connue du grand public, qui parle évidemment à tout le monde de la Révolution, peut-être que celle-ci, 1793-1794, l'est un peu moins, sauf pour les étudiants qui ont justement parcouru ce récit de l'histoire de l'année de la terreur. Peut-être que vous pouvez nous dire un mot sur cette année. Alors, vous l'avez bien dit, pour beaucoup de gens, 1793-94, c'est l'année de la terreur. Et donc, une année qui transporte beaucoup d'images très négatives, très chargées, évidemment. La guillotine, les exécutions, la répression politique et la guerre civile. Et puis la guerre, il ne faut pas oublier que la France, après 4 années de révolution, est en guerre. Donc, c'est un peu le temps des désillusions et de la violence. Alors, dans cette exposition, ce qu'on a eu envie de faire avec Valérie Guillaume, Anne Vazot, Philippe Charnotet, l'équipe du musée Carnavalet et Histoire de Paris, c'est de revisiter ces clichés et de montrer finalement comment les Parisiennes et les Parisiens ont vécu vraiment cette année. Oui, comme une année révolutionnaire. D'ailleurs, c'est le thème de cette exposition. Vous n'avez volontairement pas appelé l'année de la terreur bien pour ça, pour justement sortir de ces clichés dont vous parlez, peut-être mieux connaître surtout l'histoire finalement. Elle commence à quel moment, cette fameuse année de la terreur? Parce qu'en mars 1793, il y a le second tribunal révolutionnaire. Et puis, il y a le septembre 93, je crois que c'est le 5, la Convention nationale justement qui institue le comité de salut public. Alors, on parle de quelle date? Alors en fait, on peut la faire commencer même presque à l'automne 1792, c'est le fameux massacre de septembre quand énormément de prisonniers, plusieurs milliers, sont massacrés dans les prisons parce qu'on les soupçonne d'avoir fomenté un complot contre la République qui vient de naître. Mais vous avez raison de la faire commencer aussi au printemps puisque c'est la mise en place de la justice d'exception du tribunal révolutionnaire. Il y en a pas mal, il y en a plusieurs dans les départements, mais celui de Paris il va être une vitrine assez spectaculaire, très médiatique, assez terrible aussi de la justice d'exception. Donc voilà, on peut la faire commencer là, cette année-là, et puis on peut la faire finir
à l'exécution de Robespierre et de ses amis, de ses alliés, c'est-à-dire le 28 juillet 1794. C'est justement à ce moment-là que se met en place le narratif de la terreur, c'est-à-dire qui dit que finalement, pendant 1 an et demi, voire 2 ans, la France aurait été depuis Paris un peu guidée ou en tout cas pilotée par Robespierre et ses amis à travers une forme de gouvernement terroriste, totalitaire. Alors c'est les qualificatifs qu'on emploie souvent pour décrire cette période-là. Alors nous, voilà, on a eu envie de montrer des objets déjà qui viennent de la collection incroyable du musée Carnavalet Histoire de Paris, et puis aussi de montrer que les choses étaient plus ambiguës, ambivalentes que ça. Oui, ambivalent, évidemment. Il faut se remettre dans le contexte, évidemment, historique. On parlait de clichés, hein, enfin, ce sont vos mots, de relativisation, si je peux dire. Des historiens marxistes comme Soboul ayant vu une sorte de première lutte des classes, donc une volonté d'aller vers l'équité, vers l'égalité, si je puis dire, et d'autres, comme François Furet, plutôt, adoubent le thème de terreur pour justement cette période extrêmement difficile que vous venez de décrire. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela? Alors justement, c'est un vrai positionnement qu'on a dans cette exposition-là. L'exposition, elle reflète aussi 40, 50 années de travaux faits par les historiennes et les historiens, où justement on a envie de sortir de cette vision un peu à front renversé, je dirais un peu manichéenne, où d'un côté on ne voit que ce qui ne va pas, et de l'autre côté on cherche presque à excuser ou à relativiser la terreur. Alors en fait, dans cette exposition, il n'y a pas de volonté de relativiser la violence ni la répression. La dernière salle est par exemple entièrement consacrée aux prisons, aux prisonnières, aux prisonniers. Il y a une lame de guillotine. C'est une des seules d'ailleurs qui soit disponible. Elle vient d'une collection privée, la collection Ledoux, en Europe. Donc en fait, voilà, on montre les choses et on les explique. Par contre, on montre que aussi, dans le même temps, cette année-là a été, c'est pour ça qu'on l'appelle une année révolutionnaire, aussi la poursuite et la relance de projets d'utopie visant à transformer la vie. C'est les premiers projets d'éducation nationale gratuite. C'est l'abolition de l'esclavage quand même, hein, le 4 février 1794. C'est l'uniformisation des poids et de mesures. Alors nous, des poids et de mesures pour acheter par exemple le grain, nous ça nous paraît un peu folklorique, mais pour les gens de l'époque, être sûr qu'on va payer le même prix pour la même quantité de nourriture, à une époque où on peut presque mourir de faim, en fait, c'était une vraie réforme sociale très importante. Donc voilà, dans cette exposition, on évolue dans des salles qui montrent que, en fait, cette année est tout en contraste et qu'il faut essayer de les penser en même temps, en fait, hein, dans le même mouvement. Une façon de relativiser toujours pareil, effectivement, l'histoire. Donc une vraie lutte des classes, une volonté d'équité, vous l'avez évidemment dit. Et puis une année qui a marqué l'histoire avec aussi la Déclaration des droits de l'homme de 1793, qui avait déjà été en 1789, mais qui est modifiée. Et dont l'article 1, je l'ai repris quand même, parce que le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles. On a presque l'impression que c'est utopique. Voilà, c'est complètement utopique et d'ailleurs c'est toutes les contradictions de la Révolution. D'un côté c'est très beau que le bonheur soit le but de la politique, le bonheur individuel, le bonheur collectif. D'un autre côté on peut se demander si c'est au gouvernement de faire de la politique pour le bonheur des gens et de décider du bonheur des individus. En même temps dans cette déclaration il y a pour la première fois le droit au travail, le droit à l'existence. Donc c'est vraiment toute la politique sociale dont on hérite aujourd'hui. Voilà. Et puis il y a aussi surtout le devoir d'insurrection en cas de tyrannie, là où celle de 89 ne parlait que du droit de résistance à l'oppression. Oui, c'est ça, on parlait de droit à devoir c'est très important cette nuance, effectivement. Hein. On parle de droit à devoir d'insurrection. Exactement. Et être bon citoyen en 1793, en tout cas pour les auteurs de cette déclaration, qui, je le rappelle, n'a quand même pas été appliquée, elle a été mise en suspens jusqu'à la paix. C'est toujours le problème de l'état d'exception. Quand on y rentre, on ne sait jamais quand on sort, quand on limite les libertés individuelles. Mais elle portait en elle quelque chose de très beau, de très prometteur, je dirais, en particulier pour les droits économiques et sociaux des plus pauvres. Et on est revenu finalement à la Constitution de 89, puisque c'est celle sur laquelle est basée la Ve République, si je ne m'abuse. Alors,
Quasiment, oui. Enfin, juste après, il y a eu celle de 95, mais en tout cas, celle qui est la nôtre aujourd'hui, qui est dans le socle constitutionnel, c'est celle de 89, oui. Alors, vous l'avez dit, beaucoup d'œuvres, d'archives qui ont été récupérées justement pour cette exposition, mais beaucoup aussi, on l'imagine, avec les insurrections dont vous avez parlé, avec cette guerre civile dans le pays, ont été détruites. Comment vous avez fait pour pouvoir récupérer tous ces objets que vous exposez au Musée Carnavalet? C'est l'équipe du Musée Carnavalet Histoire de Paris c'est la plus grande et la plus belle collection d'objets, d'images, d'affiches aussi sur la Révolution française, qui a exhumé de ses collections, parce que l'essentiel des objets et des œuvres qui sont présentées viennent des collections, des objets incroyables comme le portefeuille de Robespierre, par exemple. Alors un portefeuille, à l'époque, c'est une sorte de cartable dans lesquels on met toutes les fiches pour préparer les interventions à l'Assemblée nationale. Il y a des bouts de papier peint aussi, des morceaux de papier peint du comité de salut public qui n'avaient jamais été vraiment montrés, ou du tribunal révolutionnaire. Il y a aussi, c'est incroyable, il y a une constitution, il y a donc un livre qui a été censé avoir été relié en peau humaine. En tout cas, c'était la tradition. Vous voyez, tout ce légendaire de la terreur. Et je crois que la force de l'exposition, c'est aussi d'essayer. Ils ont expertisé avec des laboratoires scientifiques certains de ces objets, et il se trouve que c'est de la peau de mouton en ce qui concerne ce livre. Donc ça ne veut pas dire que la terreur n'était pas aussi terrible que ce qu'on l'a dit, mais ça veut dire qu'il y a eu aussi beaucoup de légendes de colportées, et que faire une exposition aujourd'hui au Musée Carnavalet, c'est aussi rétablir les faits et mobiliser la science pour raconter l'histoire de manière fiable au public. Et donc je crois que c'est le rôle de cet établissement. Vous avez parlé de Robespierre, bien sûr. Danton, Marat, est-ce que la fascination pour ces personnages s'exerce toujours autant? Oui, je crois. Si on voit Robespierre, il suffit qu'on parle de lui pour que tout de suite, finalement, les passions positives et surtout négatives se mobilisent. Il fait l'objet d'usages politiques très intenses. Il y a un musée qui est en préparation dans la ville d'Arras, sa ville natale. Je crois que c'est quand même le moment de les voir un peu autrement aujourd'hui. Ils soulèvent les passions. Je pense à Marat aussi, dont on voit une réplique du tableau de David, Marat assassiné, qui est un peu en majesté au milieu de l'exposition. C'est quand même le moment où on peut voir les choses de manière un peu plus apaisée, c'est-à-dire la Révolution et ses moments les plus dramatiques, je dirais, de manière un peu plus, pas consensuelle, parce que c'est un moment aussi de division, de très forte division et de polarisation, mais comme un moment dont on peut se ressaisir de manière un peu plus quand même calme et raisonnée. Voilà. Et donc oui, on en est les héritiers de ces hommes-là, de ces femmes-là aussi. On parle de Marie-Antoinette, on parle de Charlotte Corday, on parle des femmes militantes aussi parisiennes qui étaient très présentes et à qui on doit beaucoup de choses pendant cette année-là. Voilà, je crois que c'est le moment de se pencher sur cet héritage de manière finalement plus intéressante qu'avant. Oui, un héritage évidemment très important pour la France, pour Paris en particulier, qui est encore marqué évidemment par cette période et cette histoire révolutionnaire. Si la place de la Révolution a changé de nom, eh bien, il y a aussi effectivement les 5 dalles qui délimitent l'ancien emplacement de la Bastille. Est-ce que c'est une expo à voir avant de se balader dans Paris pour tous ceux qui viennent nous visiter? Alors oui, c'est-à-dire qu'on peut faire l'exposition Paris 1793-94 au Musée Carnavalet Histoire de Paris, puis aller à la place de la Bastille qui est juste à côté, et pourquoi pas faire le parcours Révolution qui a été développé par la mairie de Paris et qui est une appli, un site internet, et puis un parcours en vrai. Il y a des panneaux dans l'espace urbain qui invitent à faire des promenades sur la Révolution. Et donc oui, Paris, l'héritage de Paris, on l'a vu avec la cérémonie d'ouverture des JO cet été, ça ira, c'est aussi la Révolution. Et sur les murs de Paris et sur les trottoirs de Paris, on peut encore sentir cet air-là. Alors évidemment, on l'a dit, c'est l'année donc révolutionnaire, aussi appelée l'année de la terreur. Je ne sais plus en quelle classe on étudie au collège ou au lycée, mais en tout cas, est-ce que cette exposition est aussi accessible pour les plus jeunes, peut-être avec un système pour les écoles aussi qui permet d'en apprendre davantage, mais de manière plus ludique? Alors la Révolution française, on l'étudie en CM1, en 4e et maintenant en première. Et donc, oui, elle est présente dans tout le curriculum des élèves. Et oui, bien sûr, une des spécificités du Musée Carnavalet Histoire de Paris, c'est la force de son service des publics et surtout, depuis sa rénovation, les outils de médiation qui se mettent à portée des enfants. C'est-à-dire que les œuvres ne sont pas très haut
diversité, elles sont visibles par des gens de tailles différentes, et notamment donc par les enfants. Et puis il y a tout un système de médiation qui est fait grâce aussi aux auteurs de BD, à 2 auteurs de BD qui s'appellent Groiselle et Locard, et qui ont dessiné, imaginé des personnages un peu fictifs qui vous emmènent dans l'exposition et qui, je crois, notamment pour les enfants, mais aussi pour les adultes, sont des bons médiateurs, c'est des bons guides en fait. Donc oui, d'ailleurs elle est très visitée, je crois, par les scolaires déjà, cette expo. Merci beaucoup. Ça se passe donc au Musée Carnavalet à Paris, l'exposition Paris 1793-1794, une année révolutionnaire. Merci beaucoup Guillaume Mazot d'avoir participé au Grand JT. Merci. On va tout de suite retrouver Shirley pour sa chronique. Jusqu'au bout, les 2 candidats en lice pour la Maison-Blanche, Kamala Harris et Donald Trump, ont livré bataille après de longs mois de campagne. Ça y est, c'est le grand jour, le jour de l'élection présidentielle, ce mardi 5 novembre, et le monde entier, évidemment, a les yeux braqués sur les États-Unis. Racontez-nous, Charlie. Oui, les yeux braqués sur les États-Unis pendant toute la campagne qui a mené jusqu'au jour J. Aujourd'hui, alors la campagne très tendue, Kamala Harris et Donald Trump n'ont cessé de s'attaquer verbalement l'un l'autre. Alors pas mal de dérapages cette dernière semaine notamment. Trump est un fasciste pour Kamala Harris, Kamala est stupide pour le candidat républicain, sans parler de cette passe d'armes autour du mot ordure. 2 candidats qui se tapent donc verbalement dessus. Voilà comment a été perçue cette fin de campagne par Tom, dessinateur pour le magazine néerlandais True. Alors globalement, en Europe, on soutient la candidate démocrate. À la une du quotidien belge Le Soir, hier, on parlait du péril Trump. Et dans un édito du quotidien britannique The Guardian, c'est on ne peut plus clair. We are backing Kamala Harris. Nous soutenons Kamala Harris. En Allemagne, pays très proche des États-Unis, on ne fait pas que la soutenir, on la voit carrément victorieuse. Pour preuve, cette une du magazine Stern, avec une Kamala Harris en statue de la liberté, avec en titre Die Erlöserin, autrement dit la rédemptrice en français, rien que ça. Et cela résume assez bien le sentiment général en Allemagne, comme l'explique Pascal Thibault, correspondant pour RFI. 4 personnes sur 5 voteraient pour la candidate démocrate. Ils sont autant à être persuadés que l'actuelle vice-présidente serait préférable pour les intérêts de l'Allemagne et de l'Europe. Dans un pays profondément marqué par les États-Unis depuis la guerre, politiquement et culturellement, les élections présidentielles de mardi sont couvertes comme un enjeu national. Ça, c'est pour l'Allemagne. Au Portugal, sinon, le magazine E, supplément de l'hebdomadaire Expresso, nous a donné un peu de perspective en analysant la façon dont l'Europe voyait les États-Unis à la veille de la présidentielle. Réponse de l'universitaire José Tavares, avec condescendance. Pour lui, entre nous et eux, il y a une histoire fraternelle difficile. Et je cite, « Tous les 4 ans, nous, Européens, rêvons de voter aux élections américaines pour sauver le monde. C'est un exercice de vertu aux accents petits bourgeois qui remplit les conversations sur les États-Unis de lieux communs que le temps a rendu de plus en plus laids et insurmontables. » Voilà, c'est nous les Européens. On quitte l'Europe, donc globalement on l'a compris, le retour de Trump n'est pas vraiment souhaité. On va se diriger vers l'Est à présent. On rappelle que côté russe, Vladimir Poutine avait affirmé en septembre soutenir Kamala Harris. Un soutien inattendu et sujet à caution, car cette déclaration était intervenue au lendemain d'accusations d'ingérence électorale formulées par Washington et rejetées par Moscou, d'autant plus qu'hier, un proche du Kremlin, le chef des Serbes de Bosnie, le Milorad Dodik, a appelé sa diaspora présente aux États-Unis, 180 000 personnes, à voter pour Trump. Son retour à la tête des États-Unis signifierait le retour à une politique étrangère raisonnable et juste, dont dépend aussi la stabilité mondiale, a-t-il assuré sur son compte Instagram. Donc Milorad Dodik. Alors justement, en matière de politique étrangère, il y a un pays qui aurait beaucoup à perdre en cas de changement de cap, c'est l'Ukraine, évidemment. Comment perçoit-on ces élections là-bas? Oui, c'est vrai, le pays dépend énormément de l'aide américaine. 59,5 milliards de dollars lui ont été versés depuis le début de la guerre, mais les Ukrainiens sont assez mitigés. Alors d'un côté, Kamala Harris s'engage à poursuivre la politique d'aide menée par Joe Biden, donc ça joue plutôt en sa faveur au sein de l'opinion publique ukrainienne, mais
elle a pu décevoir sur d'autres points. Trump, d'un autre côté, c'est le candidat qui pense que l'aide des États-Unis coûte bien trop cher aux contribuables. Il n'a cessé de le répéter. Il réglera la guerre en Ukraine en 24 heures, notamment en contraignant Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine à négocier, quitte à ce que l'Ukraine abandonne certains territoires occupés. Volodymyr Zelensky, président ukrainien, donc, qui a préféré se tenir à l'écart de ces élections. Autre pays dont ces élections déterminent le sort, c'est la Chine, évidemment, qui est le grand rival des États-Unis. Oui, parce qu'entre les deux pays, énorme compétition technologique, commerciale, militaire et même idéologique. Alors, est-ce que, comme en Europe, un retour de Donald Trump au pouvoir est redouté? Réponse de Marc Julien, directeur du Centre Asie de l'Institut français des relations internationales. Il était au micro de Mélanie Chalandon sur France Culture. Oui, il n'y a pas d'unanimité, d'ailleurs il n'y a pas d'expression de la part des officiels chinois, mais aussi des médias qui sont eux-mêmes officiels, puisqu'ils appartiennent pour l'essentiel au Parti communiste ou à l'État. Et donc il n'y a pas de prise de position aussi claire que ce qu'on peut voir en Europe, avec des critiques très claires, par exemple, à l'encontre peut-être du candidat Trump, ou un soutien implicite à la candidate Harris. Vu de Chine, il n'y a donc pas de bon compromis après avoir vécu tantôt les administrations républicaines, tantôt les administrations démocrates, car les mesures agressives en matière de commerce ou vis-à-vis de l'innovation chinoise perdurent, comme l'explique toujours Marc Julien. Que Donald Trump a engagé une guerre commerciale contre la Chine extrêmement virulente, avec des tarifs très élevés, très importants, de manière très brutale. Mais finalement, ce qu'a fait l'administration Biden à la suite de Donald Trump, c'est une continuité, certes beaucoup plus subtile, avec un style qui a changé. On est passé de tarifs grossiers, si je puis dire, à des mesures ciblées sur des technologies spécifiques, identifiées. Et donc, vous dites des tarifs grossiers c'est-à-dire des tarifs commerciaux sur des secteurs, des pans entiers de secteurs économiques, dans l'agriculture, dans le commerce, etc. Alors Trump ou Harris en Afrique, on semble dire que ça ne fera pas une grande différence non plus, mais pour peut-être d'autres raisons. Dans plusieurs pays africains, en effet, l'opinion publique est divisée, mais c'est vrai, on n'attend pas beaucoup de cette élection là-bas, parce qu'à vrai dire, aucun des deux candidats n'a fait des relations avec le continent un enjeu majeur de son programme, et cela semble s'inscrire dans la continuité de leurs prédécesseurs. Le président Biden n'a jamais mis les pieds une seule fois, figurez-vous, à Virginie, en Afrique, de tout son mandat. Et pour ce qui est de Trump, en 2018, il avait classé les nations africaines dans la catégorie, je cite, des shithole countries, littéralement des pays de merde. Voilà pourquoi l'Afrique se tourne de plus en plus vers la Chine et la Russie pour faire affaire. Merci Shirley pour cette magnifique chronique très fournie, très documentée. On va suivre donc le résultat de ces élections, évidemment, qui mettront quelques heures, voire quelques jours certainement à sortir, tellement les deux candidats sont au coude à coude. Mais bien sûr, nous serons là. Oui. Merci à vous. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Petite solitude aussi quand même dans cette façon d'être mère, parce que vous êtes jeune, 22 ans, vous êtes en plus dans ce milieu, on the road, etc. Peu de copines avec qui partager. Oui, peu de copines avec qui partager, évidemment, et puis peu de copains, parce que tous ces rockers ont eu des enfants 20 ans plus tard. Et oui, j'étais complètement seule à vivre ça. Et aussi, je compare le bouleversement des enfants qui partent avec le bouleversement des enfants qui arrivent. Et cette injonction au bonheur permanent. Oh. C'est-à-dire que quand l'enfant arrive, pareil, on doit être heureuse, parce qu'une mère doit être heureuse, parce que la maternité, c'est merveilleux. Et donc, j'étais un peu toute seule avec ces contradictions que j'ai comprises plus tard, notamment en travaillant en maternité, en tant qu'auxiliaire de puériculture. J'ai compris que je n'étais pas la seule à vivre des moments ambivalents, contradictoires en étant mère. Et je pense qu'on demande la même joie obligatoire aux mères quand leurs enfants partent. Pourquoi la politique de Restaurangistes est-elle novatrice? Alors, à bien des égards sur le plan éducatif, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur les parents isolés. Bien, on travaille à l'aide à la parentalité depuis de nombreuses années à Restaurangistes. Être parent, c'est un bonheur absolu, mais on a tous rencontré des difficultés, on a tous été démunis un jour face à
à son enfant et souvent on a besoin d'aide, d'une aide extérieure à sa propre cellule familiale. Et donc on travaille sur la parentalité depuis de très longues années. Et plus récemment, pour plusieurs raisons, nous sommes concentrés sur la question de la monoparentalité qui pose des difficultés particulières. Le premier signe, ça a sans doute été au moment de la crise des Gilets jaunes, souvenez-vous, a émergé à cette occasion la figure de la mère célibataire sur les ronds-points. On se souvient d'Ingrid Levavasseur, qui était une des grandes figures de ce mouvement social. Et puis plus tard, donc ça c'était 2018, puis plus tard à Rissorangis, on s'est soumis à l'analyse des besoins sociaux. C'est un exercice obligatoire où on fait la monographie sociale du territoire. Et on s'est rendu compte que nous avions 31% de familles monoparentales. Avant même la crise Covid, qui avait aussi mis ça en évidence. Oui, alors on a senti ces difficultés pendant la crise Covid, mais 31%, alors qu'à l'échelle nationale, on est à 25%. Et souvent, à Rissorangis, ce sont des familles nombreuses et pauvres, et voire très pauvres. Et donc, il y a une espèce de cumul de difficultés pour ces familles. Et puis, l'élément déclencheur, pour que nous travaillions à un statut de parents solo, ça a été les émeutes, les révoltes urbaines de l'été 2023. Avec les précisions du procureur de la République, effectivement. Exactement. On s'est rendu compte très tôt, dès juillet, au moment des procès en correctionnel dans les audiences en comparution immédiate, que les jeunes qui avaient participé à ces exactions, très violentes parfois, étaient souvent soit issus des services de protection de l'enfance, soit avaient grandi dans des familles monoparentales. Quand on parle de métier du jeu vidéo, quelles sont les professions justement qui se cachent derrière cette expression? Quels sont les rôles, les compétences nécessaires pour travailler dans ce secteur, Nicolas? Alors on a 3 typologies de professions. La première, pour un type de profession plutôt orientée artiste. D'accord. Donc ça c'est pour toute la partie narrative, sonore et graphique d'un jeu vidéo. On a une typologie plutôt technique. Donc là, on va former des sortes de développeurs. Exactement, des développeurs pour donner vie au code qui va créer le jeu vidéo. Et enfin, une typologie plutôt commerciale, avec plutôt un aspect communication et vente. Ça, c'est 3 métiers qui travaillent ensemble, qui s'imbriquent et qui aujourd'hui ne peuvent pas travailler indépendamment l'un de l'autre. C'est ça? Exactement. Et en fait, sans l'un de ces 3, on ne peut pas créer de jeux vidéo. Depuis que je suis mère, ce que je redoute le plus au monde, c'est la souffrance. Et je ne parle même pas de la mort d'un de mes enfants. Ça m'est bien plus insupportable qu'une souffrance générée par mon corps. Écrivez-vous, Julie Bonny. Mais ça atteint quand même un degré assez spectaculaire parce qu'il y a une scène extrêmement drôle où vous recevez un SMS dans la nuit de votre fils qui est alors super loin. Alors lui, il n'est pas parti jusqu'à la Belgique, carrément un autre continent. Il est du côté de Palaiseau, c'est ça, ou de Saclay? Saclay, Saclay, ouais. C'est atrocement loin. Ouais. Et là? Pour un enfant qui a une angine. Ouais. Un bébé de 20 ans qui a une angine. Un bébé de 20 ans. Et alors, vous passez la nuit avec lui? Oui. Je fais ça. Parce que ce moment-là où j'ai, en fait, ma grande trouille, en tout cas, ça a été de pas savoir réinventer le lien ou de perdre le lien ou de... Alors, je précise quand même que ces enfants, quand ils sont partis, étaient largement adultes et se passaient bien de moi. Par ailleurs, leurs liens se font ailleurs et c'est normal. Mais il y avait le quotidien à la maison et là, je me disais, mais en fait, si, voilà, il est malade, que faire? Que faire? On comprend au fil de la nuit, 6h30 du matin, que bon, effectivement, c'est une angine, ce qui est désagréable, mais ce n'est pas non plus mortel. Nicolas, votre compagnon, se réveille à 7h du matin, vous demande comment ça va, et vous dites ça va pas, pourquoi? Émile est très malade. Voilà. Et c'est marrant parce que on rigole un peu. Et j'ai eu beaucoup de retours sur ce passage. C'est vrai? Oui, des messages. J'ai reçu pas mal de messages de mamans qui me disaient c'est vrai, c'est un vrai truc de savoir si on coupe le téléphone la nuit ou pas. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et je ne suis pas la seule à avoir cette angoisse, visiblement. Ça passe aussi par la lutte contre le décrochage scolaire. Qu'est-ce que vous mettez en place à cet effet? Alors là, on a des plateformes avec une fondation, la fondation Muyez, qui travaille avec nous depuis 5 ans maintenant. Je crois que c'est la cinquième promotion, où on repère à l'échelle du territoire des gens qui sont en décrochage, des adolescents qui sont en décrochage. Je travaille plutôt sur la tranche d'âge supérieure. Et évidemment, il y a tout un programme de renfort auprès de ce public.
Pour les jeunes qui souhaitent faire un stage cette année dans le domaine du jeu vidéo, justement, stage de seconde, par exemple, quelles qualités ou compétences sont justement les plus recherchées pour ces métiers-là par les entreprises du secteur? Alors, on adresse surtout des offres de stage pour les étudiants de 3e, enfin les élèves de 3e. Ouais. Donc, ils ont 14 ans. Ils sont en plein choix à la fois d'orientation pour leurs études, mais aussi pour le métier qu'ils souhaitent faire. Et venir chez Gaming Campus, c'est leur donner 2 expériences. À la fois de pouvoir découvrir comment une entreprise fonctionne, puisqu'un campus fonctionne comme une entreprise. On a un service commercial, un service pédagogique et un service relations entreprises. Et les interactions qu'on peut avoir entre les collaborateurs permet aux élèves de 3e d'observer comment se passe le fonctionnement, les opérations d'une entreprise. Et la deuxième expérience, c'est l'expérience liée à leur passion, puisque les élèves de 3e qui viennent nous rejoindre sont passionnés comme nos étudiants actuels, et donc ils peuvent parler la même langue jeux vidéo que nos étudiants, et donc découvrir ces 3 typologies de métiers que je vous ai expliqué tout à l'heure, puisqu'ils vont pouvoir rentrer en salle de cours, s'immerger complètement donc avec notre pédagogie, qui est une pédagogie assez particulière, puisqu'elle est par projet. C'est une nécessité si on veut former nos étudiants à devenir des professionnels opérationnels tout de suite et adaptables dans le monde de l'entreprise, aussi bien dans le stage que l'alternance, mais aussi en tant que premier job. La pédagogie par projet, c'est vraiment calquer la réalité du monde de l'entreprise, puisqu'on travaille toujours en projet, on réunit autour d'une table des compétences différentes pour en faire des projets de création de jeux vidéo in fine, et donc qu'ils puissent assister à cela. Ça va venir servir à la fois peut-être leur projet ou leur passion pour le jeu vidéo, et de savoir vers quelle typologie de métier ils veulent s'orienter. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Shirley pour les infos et la chronique. On va suivre évidemment de très près ces élections américaines ce soir. On se retrouve demain, mais je tiens à remercier toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission, à la réalisation Romain Luc, au son Héloïse Merlin, le maquillage Laure Edmond, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. À demain Shirley. À demain. Et voilà, bonne soirée. Ciao.